Au plus profond d'une grotte sèche du sud de l'Oregon, des archéologues de la University of Oregon sont tombés sur quelque chose qui, au premier regard, semblait impossible. Ce n'était ni un trésor brillant, ni une arme ancienne, ni les ruines d'un monument gigantesque, juste une découverte banale, enfouie dans le sol d'une vieille grotte, si sèche et fragile qu'on aurait presque pu passer à côté sans la remarquer. Pourtant, ce simple morceau de terre allait ébranler l'un des récits les plus confortables de l'histoire ancienne de l'Amérique. Lorsque les chercheurs envoyèrent l'échantillon au laboratoire, ils s'attendaient à obtenir une date ancienne, mais pas une date impossible. Puis le résultat arriva. Le chiffre ne correspondait pas. Il était trop ancien, beaucoup trop ancien. Alors, ils firent ce que font les scientifiques prudents. Ils doutèrent d'eux-mêmes. Peut-être que l'échantillon avait été contaminé. Peut-être que la machine avait mal fonctionné. Peut-être qu'une erreur s'était glissée quelque part dans le processus. Ils recommencèrent donc les analyses. Et tout d'un coup, un autre échantillon, une autre machine, une autre méthode, mais le résultat resta le même. Ils utilisent encore une fois toujours la même réponse. 3 analyses, 3 résultats, c'est identique. Une conclusion que personne n'osait prononcer à voix haute. Celui qui avait laissé cette trace se trouvait déjà sur le sol américain bien avant la période où, selon l'ancienne version officielle, des humains auraient même dû y exister. Et c'est précisément ici que commence l'histoire que beaucoup ont refusé d'entendre pendant des décennies. Avant de nous enfoncer plus profondément dans cette grotte, reste bien jusqu'au bout, parce que ce qui a commencé en Oregon mène à d'anciennes empreintes de pas, à des os de mastodontes brisés, et à une question à laquelle personne n'a encore pu répondre avec certitude: qui a réellement été le premier en Amérique? Si ces chapitres cachés de l'histoire humaine te fascinent, abonne-toi à la chaîne, laisse un like à la vidéo et écris plus tard dans les commentaires quelle découverte t'a le plus surpris. La grotte de l'Oregon n'avait rien d'un endroit spectaculaire au premier regard. Pas d'entrée dorée, pas d'inscription mystérieuse. Seulement de la poussière sèche, de la pierre sombre et des couches de terre qui avaient préservé pendant des millénaires tout ce que les humains et les animaux y avaient abandonné. Pendant la majeure partie du 19e et du 20e siècle, les manuels scolaires américains racontaient une histoire simple et propre. Les premiers habitants d'Amérique du Nord auraient été les Clovis. Leur nom venait d'un site archéologique du New Mexico où l'on avait découvert des outils de pierre très particuliers. Ces outils, surtout leur célèbre pointe de lance, possédaient une rainure au centre. Cela les rendait plus légers, plus solides et particulièrement efficaces pour la chasse. Le récit semblait clair. Il y a environ 13 000 ans, des groupes humains venus d'Asie auraient traversé une passerelle terrestre gelée reliant la Sibérie à l'Alaska. Ensuite, ils auraient descendu un corridor libre de glace avant de se répandre à travers le continent. Fin de l'histoire. C'est ce qu'on enseignait dans les livres, c'est que ce qu'on répétait dans les documentaires. Et de nombreux spécialistes défendaient ce modèle avec une conviction absolue. Mais ce que les archéologues finirent par trouver dans la grotte n'avait rien de ce que quelqu'un aurait imaginé. Pas de lance, pas de couteau, pas d'objet finement sculptés. À la place, dans le sol sec, reposaient des restes humains conservés pendant des milliers d'années, durcis, desséchés et presque parfaitement préservés, exactement là où une personne les avait laissés il y a un temps inimaginable. L'ère désertique avait accompli quelque chose qu'aucun musée au monde ne pourrait facilement reproduire. Il avait conservé une matière organique extrêmement fragile pendant des millénaires. Et c'était précisément là que se trouvait la clé de toute l'affaire, car les outils de pierre peuvent raconter beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas dire avec certitude qui les a utilisés. L'ADN, lui, le peut. Les scientifiques isolèrent de l'ADN mitochondrial à partir des échantillons et l'analysèrent avec précaution. Les résultats furent sans ambiguïté. Les traces génétiques appartenaient aux haplogroupes A2 et B2, délignés directement liés aux ancêtres des peuples autochtones actuels des Amériques. Cela signifiait que ces individus n'étaient pas une population disparue sans descendance, ni une migration ratée oubliée par le temps. Ils étaient les ancêtres directs de personnes dont les familles existent encore aujourd'hui. Puis, la datation, les chercheurs utilisèrent une méthode appelée spectrométrie de masse par accélérateur. Cette technique permet de dater directement une matière organique sans dépendre du sol ou des objets autour. Lorsque les résultats furent calibrés, un âge de plus de 14 000 ans apparut. Cela représentait au moins 1000 ans
de plus que la période où, selon l'ancienne théorie dominante, la culture Clovis aurait seulement commencé à exister. Soudainement, l'histoire considérée comme certaine ne l'était plus du tout. Les Clovis n'étaient apparemment pas les premiers habitants de l'Amérique. Peut-être n'étaient-ils même pas arrivés particulièrement tôt. Et c'est à cet instant que beaucoup de scientifiques comprirent qu'un changement fondamental venait de se produire. Pourtant, les grottes de Paisley n'étaient pas la première découverte à provoquer des doutes. Elles furent simplement celles qui fit exploser le débat de manière définitive. Les premières fissures sérieuses dans l'ancien modèle étaient apparues des décennies plus tôt, de l'autre côté des États-Unis, en Pennsylvanie. Là-bas se trouve un endroit appelé Meadowcroft Rock Shelter, un abri rocheux naturel près d'une petite rivière, à seulement quelques kilomètres du fleuve Ohio. Le lieu ressemblait à un refuge parfait pour des humains préhistoriques. Un toit naturel de grès, de l'eau fraîche à proximité et suffisamment d'espace pour y passer la nuit. Un archéologue décrivit plus tard l'endroit comme une sorte de station de vacances préhistorique. Un lieu où des groupes nomades auraient naturellement fait halte pendant leur déplacement. En 1955, un historien local nommé Albert Miller fouilla dans le terrier d'une marmotte et en retira une poignée de terre. Parmi la poussière se trouvaient des objets qui n'auraient jamais dû être là. Des années plus tard, en 1973, des fouilles systématiques commencèrent sous la direction de l'archéologue Jim Adovasio. À cette époque, beaucoup de chercheurs pensaient encore comprendre parfaitement l'histoire des premiers Américains. Il existait un modèle dominant et presque personne n'osait réellement le remettre en question. Mais plus Sadovasio creusait profondément, plus les traces humaines semblaient anciennes. Couche après couche, l'équipe descendait dans le passé, puis les datations au radiocarbone arrivèrent. Les résultats y indiquaient que des humains qui avaient fréquenté Meadowcroft il y a 16 000 à 9 000 ans. Cela aurait signifié que des populations vivaient en Amérique du Nord bien avant Clovis. Pour beaucoup de scientifiques, cette idée paraissait presque inconcevable. Les critiques ne tardèrent pas. Certains affirmèrent immédiatement que les échantillons avaient été contaminés. D'autres rejetèrent toute l'étude sans même examiner les données en détail. Quelques chercheurs refusèrent simplement de prendre les résultats au sérieux. Avec le temps, un terme finit même par apparaître pour désigner cette résistance. Certains scientifiques parlèrent du syndrome de la primauté Clovis. Ils faisaient référence à cette défense presque automatique de l'idée selon laquelle Clovis devait absolument représenter la première culture d'Amérique. Pour beaucoup d'archéologues, ce modèle avait servi de fondation à leur carrière pendant des décennies. Le remettre en question revenait indirectement à remettre leur propre travail en cause. Même des décennies plus tard, le monde scientifique restait divisé. Une partie des chercheurs acceptaient les datations anciennes de Meadowcroft, d'autres demeuraient sceptiques et certains les rejettent encore totalement aujourd'hui. Quand les résultats des grottes de Paisley furent finalement publiés, la communauté archéologique était déjà sous tension. Mais cette fois, beaucoup de chercheurs ne purent plus détourner le regard. Trop d'indices semblaient désormais pointer dans la même direction. Et pendant que les débats devenaient de plus en plus brûlants, une autre découverte attendait déjà dans la poussière du désert, à environ 100 km de là. Si cette histoire cachée du passé te fascine, reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce qui allait être découvert ensuite poussa même des archéologues expérimentés à remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur les premiers habitants de l'Amérique. Près de la petite communauté de Riley, dans le comté de Harney, se trouve un site appelé Rimrock Draw Rock Shelter. Depuis 2011, une équipe dirigée par l'archéologue Patrick O'Grady de la University of Oregon y mène des fouilles. Au départ, le site semblait banal. Quelques fragments d'obsidienne, quelques pierres taillées, des ossements épars, rien qui puisse immédiatement faire les gros titres. Pourtant, sous la surface, quelque chose de bien plus important était caché. Contrairement aux grottes de Paisley, il ne s'agissait pas ici d'ADN. Rimrock Draw racontait son histoire à travers des outils, des os d'animaux et une couche de cendres volcaniques qui servaient de marqueur temporel naturel dans le sol. Les chercheurs identifièrent donc cette couche claire comme provenant d'une ancienne éruption du mont Saint Helens. Cette éruption s'était produite il y a environ 15 400 à 15 600 ans. Tout ce qui se trouvait sous cette cendre devait donc être encore plus ancien. La Terre elle-même avait créé une sorte d'horloge naturelle. Puis les scientifiques commencèrent à tamiser de minuscules fragments d'émail dentaire retrouvés dans le sol.
Au total, ils découvrirent 27 petits morceaux. Certains appartenaient à une espèce de chameau aujourd'hui disparu qui parcourait l'Amérique du Nord durant la dernière période glaciaire. D'autres provenaient de Bisonanticus, un immense ancêtre du bison moderne. Ces deux espèces avaient disparu depuis des milliers d'années, et puis l'outil apparut. Il était fait de calcédoine orange, une pierre brillante qui scintillait à la lumière. L'objet possédait plusieurs bords travaillés, une lame courbe pour couper, un côté plat pour racler, et un bord dentelé poli par des années d'utilisation. Patrick O'Grady le compara plus tard à un ancien couteau suisse préhistorique. L'usure était clairement visible. Cet outil n'avait pas servi une seule fois avant d'être abandonné. Quelqu'un l'avait transporté pendant des années, l'avait aiguisé, utilisé encore et encore, jusqu'au jour où il fut laissé sur place pour ne jamais être récupéré. Mais le point décisif n'était pas seulement l'outil lui-même, c'était sa position dans le sol. Il se trouvait sous les dents des animaux disparus. Cela signifiait que l'outil devait être plus ancien que les os placés au-dessus. Les laboratoires analysèrent plusieurs fois les fragments dentaires. Les deux séries de tests donnèrent presque exactement les mêmes résultats. Les ossements animaux avaient environ 22 000 ans. Patrick O'Grady admit plus tard à quel point ce moment avait été déstabilisant. Une seule date extrêmement ancienne peut toujours être une erreur. Mais là, il possédait deux tests indépendants, deux échantillons, deux périodes identiques. Et sous ces os se trouvait un outil fabriqué par un humain. Une possibilité troublante prit alors forme. Si les datations étaient correctes, des humains avaient peut-être utilisé cet endroit bien avant la culture Clovis. Peut-être même il y a plus de 18 000 ans. Les outils de Rimrock Draw appartenaient à une tradition que les chercheurs appellent aujourd'hui la Possum Western Stemmed Tradition, de longues lames, des épaules étroites, des bases arrondies, rien à voir avec les célèbres pointes Clovis. Et cela signifiait à quelque chose d'essentiel. Ces populations ne faisaient probablement pas partie de la même culture. Elles utilisaient d'autres techniques, d'autres outils et peut-être même d'autres routes pour atteindre l'Amérique, mais l'Oregon n'était que le début. Environ 1000 km plus au sud, au milieu d'un désert blanc de gypse, des traces attendaient dans le sol, des traces qui n'auraient jamais dû exister. En 2009, des chercheurs traversaient les surfaces asséchées d'un ancien lac dans l'actuel parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique. Le paysage semblait presque extraterrestre. De la poussière blanche de gypse s'étendait jusqu'à l'horizon. Le vent balayait le sol. Et c'est précisément là que les scientifiques remarquèrent soudain des creux dans les sédiments. Des empreintes humaines. Pas seulement quelques traces isolées, mais tout un réseau de 60 et une empreinte préservée. Certaines étaient petites, comme des pieds d'enfants. D'autres appartenaient qu'à des adultes qui semblaient se déplacer rapidement, presque en courant. Les détails étaient incroyables. On distinguait les orteils, la voûte du pied, la direction des pas. C'était comme un instant figé d'un monde disparu depuis longtemps. Des humains avaient marché là, avec des enfants, le long d'un lac glaciaire appelé Lake Otero. La boue avait reçu leurs pas, le soleil les avait durcis, puis les sédiments les avaient recouverts pendant des millénaires. Lorsque les chercheurs tentèrent de dater ces traces, le véritable choc commença. En 2021, des scientifiques analysèrent des graines d'une plante aquatique provenant des mêmes couches que les empreintes. Les datations au radiocarbone indiquèrent un âge compris entre 21 000 et 23 000 ans. C'était un problème, car à cette époque, l'Amérique du Nord se trouvait en pleine dernière période glaciaire. De vastes régions du continent étaient recouvertes d'immenses calottes de glace. Selon l'ancienne théorie, des humains n'auraient tout simplement pas dû se trouver là. Les critiques réagirent immédiatement. Ils affirmèrent que les graines peut-être absorbé du carbone ancien contenu dans les pelées des eaux souterraines. Cela aurait pu rendre les résultats artificiellement trop anciens. L'objection était sérieuse. Alors les chercheurs réalisèrent de nouveaux tests. Cette fois, ils étudièrent du pollen de conifères provenant des mêmes couches. Le pollen n'est pas faussé de la même manière par le vieux carbone des eaux souterraines et les mêmes chiffres revinrent. 23 000 ans. Plus tard, les scientifiques banalisèrent aussi de la matière organique provenant de boue lacustre et de zones humides. Une fois encore, les résultats confirmèrent la même période. 3 méthodes différentes, 3 datations indépendantes. Toujours la même réponse, les empreintes de White Sands appartenaient
à des humains qui vivaient en Amérique du Nord pendant la dernière période glaciaire, et l'histoire devint encore plus étrange. Dans les mêmes couches, les chercheurs trouvèrent aussi des traces d'animaux disparus. Des mammouths, des paresseux terrestres géants, d'immenses créatures qui n'existent plus depuis des milliers d'années. Les empreintes humaines et animales se croisaient dans la même boue ancienne. Pour beaucoup d'archéologues, cela suffisait déjà à bouleverser leur vision du passé. Mais pendant que le débat autour de White Sands continuait, une découverte en Californie surgit avec une date si extrême que certains scientifiques préfèrent encore aujourd'hui l'ignorer. Et le plus fou, c'est que cette découverte arriva par hasard. Pas d'expédition, pas de recherche ciblée, pas de grande mission archéologique, seulement un chantier routier dans le sud de la Californie. Des ouvriers creusèrent la terre pour un nouveau projet de route lorsqu'un objet dur heurta soudain la pelle d'une machine. Le travail s'arrêta immédiatement. Au début, personne ne pensa à quelque chose d'extraordinaire. Peut-être une grosse pierre, peut-être un ancien tuyau, mais lorsque le contremaître s'approcha, il distingua la courbe d'un os gigantesque. Les travaux furent suspendus, des paléontologues furent appelés, et ce qu'ils dégagèrent finalement du sol était le squelette partiel d'un mastodonte, un immense cousin glaciaire des éléphants actuels. Mais quelque chose clochait. Les os ne reposaient pas simplement au hasard dans la terre. Plusieurs présentaient des fractures en spirale. Ce type de fracture apparaît généralement lorsque l'os est encore frais. Un os ancien et fossilisé se brise autrement, il éclate. Osfries, lui, se tord sous la pression. Plus les chercheurs observaient les restes, plus une impression troublante grandissait. Quelqu'un avait peut-être brisé ses os volontairement, probablement pour atteindre la moelle, une ressource extrêmement nourrissante qui pouvait être vitale pour des humains anciens. Puis les scientifiques trouvèrent les pierres. Entre les os se trouvaient plusieurs gros blocs, à peu près de la taille d'un poing. Le problème, c'est que ces pierres n'appartenaient pas géologiquement à l'environnement immédiat. L'eau n'aurait pas pu les transporter là. Elle semblait avoir été apportée volontairement. Les chercheurs, mais surtout les interprétèrent comme des marteaux et des enclumes. La scène semblait sortir directement du passé, comme si quelqu'un, à une époque inimaginablement ancienne, avait travaillé à cet endroit, brisé des os, utilisé des outils. Depuis, ceux-ci avaient disparu. La datation rendit l'affaire encore plus extrême. Les scientifiques utilisèrent la datation uranium-thorium sur les os. Les résultats furent vérifiés plusieurs fois. Toujours le même chiffre, environ 130 700 ans. Lorsque l'étude fut publiée en 2017 dans la revue Nature, elle provoqua une onde de choc dans le monde archéologique. Car si l'interprétation était correcte, cela signifiait quelque chose d'impensable. Une forme humaine aurait atteint l'Amérique du Nord il y a plus de 130 000 ans. Pas les humains modernes, pas la culture Clovis, peut-être même pas Homo sapiens, peut-être une autre forme humaine entièrement différente. La plupart des archéologues réagirent avec une extrême prudence. Beaucoup rejetèrent directement cette interprétation. Certains affirmèrent que les fractures pouvaient être dues à des processus naturels. D'autres soupçonnèrent les dégâts causés par les lourdes machines du chantier. Et c'est exactement là que se trouve encore aujourd'hui le problème du site du mastodonte et de ses outils. La datation elle-même est considérée comme solide. Mais la question reste ouverte. Des humains en étaient-ils vraiment responsables ? Pourtant, cette découverte révéla quelque chose d'important. Les anciens modèles ne semblaient plus intouchables. De plus en plus de découvertes apparaissaient, et beaucoup ne rentraient plus dans l'histoire classique. Et pendant que les scientifiques débattaient encore pour savoir qui était arrivé le premier en Amérique, une question encore plus grande commençait à émerger. Et si certains de ces premiers humains n'étaient pas venus à pied, et s'ils avaient traversé la mer ? Pendant longtemps, le pont terrestre de Bering, entre l'Asie et l'Alaska, fut considéré comme l'unique route possible vers l'Amérique. Mais durant l'ère glaciaire, le niveau des océans était plus bas, ce qui permettait théoriquement à des groupes humains de traverser depuis la Sibérie jusqu'en Alaska. Mais de nouvelles découvertes commencèrent à compliquer cette image. Certains chercheurs avancèrent soudain l'idée que des populations anciennes avaient peut-être voyagé le long des côtes, peut-être même à l'aide d'embarcations simples. Pour beaucoup, cela paraissait absurde au départ, car l'ancienne vision supposait que les premiers humains n'étaient pas capables de franchir des étendues d'eau ouvertes. Puis un lieu situé au cœur de la Méditerranée entra dans le débat. Crète.
La Crète est séparée du continent depuis environ 5 millions d'années. Cela signifie qu'aucun humain ou ancêtre humain n'aurait pu atteindre l'île sans traverser la mer. Et c'est précisément là que des archéologues découvrirent d'anciens outils de pierre. Certains pourraient avoir plusieurs centaines de milliers d'années. Ces outils ressemblaient à ceux associés à Homo erectus et Homo heidelbergensis, des espèces humaines très anciennes ayant vécu bien avant les humains modernes. Si ces datations sont correctes, elles impliquent quelque chose d'extraordinaire. Des formes humaines archaïques savaient déjà fabriquer des embarcations rudimentaires et traverser des portions de mer ouvertes. Une des anciennes certitudes de l'archéologie s'effondra alors. Si des humains très anciens étaient capables de naviguer il y a des centaines de milliers d'années, pourquoi un voyage côtier le long du Pacifique serait-il impossible? C'est à ce moment-là que certains chercheurs commencèrent à réimaginer complètement l'histoire du peuplement des Amériques. Au lieu de regarder uniquement vers le pont terrestre entre la Sibérie et l'Alaska, ils tournèrent leur attention vers les côtes asiatiques. Une lignée mitochondriale particulière attira notamment l'intérêt des 4H. Certaines études génétiques suggéraient que ces origines pourraient se situer dans les régions côtières du nord de la Chine. À partir de là, une théorie controversée prit forme. Et s'il n'y avait pas une seule migration vers l'Amérique, mais plusieurs, peut-être que différents groupes étaient arrivés à différentes époques par différents chemins. Une première vague aurait pu longer les côtes du Pacifique il y a environ 26 000 ans, pas à travers un corridor glacé intérieur, mais en suivant les rivages, campement après campement, toujours guidés par la mer. Ces populations auraient survécu grâce aux poissons, aux coquillages et aux oiseaux marins. Peut-être qu'elles progressaient lentement, génération après génération, se déplaçant petit à petit vers l'est, de petits groupes, de simples embarcations, de courtes traversées le long des côtes. Puis, beaucoup plus tard, d'autres populations seraient arrivées via la Béringie et auraient finalement donné naissance à des cultures comme Clovis. Mais quelque chose d'autre intriguait encore davantage certains chercheurs. Ils commencèrent à remarquer des ressemblances entre certaines techniques de fabrication d'outils en Asie de l'Est et plusieurs outils retrouvés en Amérique du Nord. Les formes n'étaient pas identiques, mais certaines méthodes de taille semblaient étonnamment proches. Pour certains scientifiques, cela pouvait représenter la trace de liens très anciens à travers le Pacifique. D'autres jugeaient ces comparaisons exagérées, et c'est exactement ce qui rend ce sujet aussi explosif aujourd'hui. Presque chaque nouvelle découverte soulève davantage de questions qu'elle n'apporte de réponses, car que l'on parle des grottes de Paisley, de Meadowcroft, de Rimrock Draw, de White Sands ou du mastodonte de Cerruti, tous ces sites semblent raconter la même chose. L'histoire des premiers Américains est probablement beaucoup plus complexe que ce que l'on croyait pendant des décennies. Peut-être qu'il y eut plusieurs vagues migratoires, peut-être que certains groupes arrivèrent bien plus tôt qu'on ne l'imaginait, peut-être que les routes longeaient les côtes plutôt que de traverser des corridors libres de glace, et peut-être qu'il existe encore quelque part des sites capables de bouleverser une nouvelle fois tout ce que nous pensons savoir, car ce qu'il y a de plus fascinant en archéologie, ce n'est pas ce qui a déjà été découvert, c'est ce qui reste encore caché quelque part sous le sable d'un désert, sous une couche de cendres volcaniques, sous les sédiments d'un lac asséché. Peut-être qu'en ce moment même, un autre indice attend d'être trouvé, un outil, une empreinte ou un os capable de déplacer une nouvelle fois toute la chronologie de l'histoire humaine. Et c'est précisément pour cette raison que ce sujet provoque des débats aussi intenses, non pas parce que les scientifiques ont peur des nouvelles découvertes, mais parce que toute affirmation extraordinaire exige des preuves extraordinaires. Pendant des décennies, la théorie Clovis semblait inattaquable. Aujourd'hui, nous savons qu'il est possible que des humains homicide-croisés aient été présents en Amérique bien plus tôt. Mais à quel moment exactement? Qui étaient-ils et quelles routes ont-ils empruntées? Personne n'a encore de réponse définitive. Peut-être étaient-ils des voyageurs côtiers? Peut-être plusieurs groupes arrivaient en même temps. Peut-être ne connaîtrons-nous jamais leur nom, mais leurs traces, elles, sont toujours là, dans une grotte sèche de l'Oregon, sous une couche de cendres volcaniques, dans la boue blanche d'un lac glaciaire, et entre les os brisés d'un ancien mastodonte. Si cette histoire te fascine autant qu'elle fascine des millions d'autres personnes, écris maintenant ta propre théorie dans les commentaires. Qui étaient les premiers habitants de l'Amérique?
Comment y sont-ils arrivés? Et quelle découverte viendra bientôt bouleverser une nouvelle fois notre vision du passé? N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Car quelque part, en ce moment même, une équipe de chercheurs travaille peut-être déjà sur la prochaine découverte qui renversera encore une fois tout ce que nous pensions savoir de l'histoire humaine.